Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu as une histoire à raconter, envoie ton histoire ici et envoie ta demande et on va te prendre ici en direct pour que tu puisses nous la raconter. Histoire mystique seulement. Histoire mystique seulement. On ne va pas. Les histoires d'amour qui n'ont pas marché là, ça ne donne pas avec nous. Les histoires de mon gars ne prend plus mes appels là, mon benguis ne décroche plus. Non, ça ne nous concerne pas. Oh, mon benguis ne prend plus les appels, il est en mode avion. Je ne veux pas ça. Donc. Bonsoir la famille DMG. Bonsoir. Je vais vous raconter. Ma maman était malade et puis on l'a hospitalisée au CHU. CHU de Yopougon encore. Donc, au CHU de Yopougon, vous êtes deux par salle, vous êtes deux dans les chambres. Donc, elle partageait sa chambre avec une jeune fille. Une jeune fille même, 24 ans, 23 ans comme ça. Il s'avère que la jeune fille, elle a accouché. Maintenant, normalement, on dit quand tu accouches par voie basse, tu ne dois pas saigner. Donc, elle a accouché par voie basse et puis elle a saigné. Donc, on ne pouvait pas la faire sortir. Donc, dès qu'elle a accouché, ils ont pris son enfant, ils ont remis son enfant à sa maman. Maintenant, elle était à l'hôpital. Dès que le médecin veut la faire sortir, la jeune fille maintenant, c'est elle qui nous raconte maintenant. Parce qu'on était toujours avec nos mamans. Donc, comme elle s'ennuyait, comme elle a vu les jeunes filles, dès qu'on vient saluer nos mamans, elle vient à côté de nous pour essayer de nous raconter un peu sa vie. Vu qu'elle a fait 4 mois au CHU. Elle est coupée du monde. Elle a fait 4 mois. Donc, à chaque fois qu'on vient saluer nos mamans, elle commence à nous raconter. La jeune fille dit que on fait toutes les analyses. On dit tout va bien. Dès qu'on veut la faire sortir, si le docteur a décidé de la faire sortir demain, aujourd'hui, quand elle dort là, elle rêve. Ils sont en train de lui donner l'eau pour boire. Dans son rêve, dès qu'elle se réveille le matin, il y a du sang en fait, elle saigne abondamment. On dirait quelqu'un qu'ils ont blessé. Elle saigne, tout le drap est rempli de sang. On la prend, on l'envoie encore au bloc opératoire. On essaye de regarder si tout va bien. Quand on regarde, le médecin dit tout va bien. On la ramène encore sur le lit. Tout va bien, tout va bien. Dès que le médecin veut la libérer encore, la jeune fille commence à saigner. Vraiment, ce n'est pas un petit saignement pour dire menstrue. C'est un fort saignement, mais elle saigne. Donc, pour la jeune fille là, ça finit pas. Donc, finalement, ils ont décidé de l'envoyer au bloc. Quel que soit ce qui se passe là, le médecin a décidé de l'opérer pour voir vraiment le problème se situe à quel niveau. Donc, nous, on était là, ce jour-là, on était venus voir notre maman. Maintenant, la maman de la jeune fille nous a dit, priez pour votre copine, que demain, on va l'opérer. Donc, la jeune fille est venue, elle dit, ma copine, demain, on va m'opérer. On va m'opérer, je suis contente, je vais aller voir ma fille. Que depuis je l'ai accouchée, là, je ne l'ai même pas encore vue. Donc, nous, on était là jusqu'à le lendemain, ils sont venus la prendre pour aller. Ils ont commencé à faire les opérations. Dès qu'on a voulu l'opérer, là, machine est gâtée. Maintenant, la voici maintenant. Ils ont déjà mis anesthésie. La jeune fille est restée là après, pendant 2 heures. On voit corbia. Ils ont mis la jeune fille dans le corbia. Ils l'ont déclarée morte même. Ils ont appelé sa maman pour lui dire que ta fille n'a pas survécu à l'opération. Donc maintenant, la fille maintenant dans la voiture, dans le corbia, maintenant, elle dit que quand elle était en salle d'opération, là, quand ils l'ont piqué anesthésie, là, elle a rêvé qu'elle était sur une grande route. Maintenant, tout le monde marchait pour aller devant. Donc, elle aussi, elle marchait avec les gens. Les gens étaient pressés. Donc, elle aussi, elle marchait avec les gens. Donc, elle marchait. Maintenant, elle a vu une grande porte. Donc, elle voulait rentrer dans la grande porte là. Maintenant, elle a vu sa grand-mère. Sa grand-mère lui dit, mais toi, tu viens faire quoi ici? Elle dit, mais les gens s'en vont, donc moi aussi, je les suis.
que sa grand-mère lui a dit non, retourne-toi, ton enfant a besoin de toi, retourne-toi. Donc sa grand-mère l'a tourné. Donc dès que sa grand-mère l'a tourné, elle a repris connaissance. Mais elle était déjà dans le corbillard. On partait la mettre au CHU, donc on partait la mettre à la morgue du moins. Donc quand elle s'est réveillée, elle n'avait plus de force parce qu'elle était sous anesthésie. Donc elle dit, elle priait dans son cœur. Puis quand elle a tapé la portière, en tout cas par la grâce de Dieu, le chauffeur là, il a senti que quelqu'un tapait. Donc il s'est arrêté. Et puis il a ouvert. Et puis il a vu que la fille n'était pas morte. Donc il a sorti du corbillard. Il a appelé sa maman pour dire que ta fille n'est pas morte. Ils l'ont remis dans un fauteuil roulant. Ils l'ont ramené encore dans la chambre. Quand ils l'ont ramené, la fille a dormi. Elle a dormi. Nous, on était à côté de nos mamans. C'est quand elle s'est réveillée. C'est là maintenant qu'elle nous a expliqué tout ce qui s'est passé dans son rêve. Après ça, ils ont fait quelques examens. Ils l'ont libérée. Quand ils l'ont libérée, 2 jours après, la fille est décédée. 2 jours après, la fille est décédée. Nous, on partait acheter des médicaments à la pharmacie. On a croisé son grand frère. Son grand frère nous a dit que dès qu'elle allait à la maison, elle a passé une nuit avec sa fille. Le lendemain, quand ils se sont réveillés là, elle a saigné. Le sang a rempli tout le salon. On ne sait pas quel est le problème. Le sang là a rempli tout le salon. Le temps où on l'envoie à l'hôpital, elle a perdu tout son sang, elle est morte. Donc c'est la petite histoire aussi qu'elle a. Merci beaucoup pour l'histoire, Alain. Bonsoir, 3 roses claires. Bonsoir. Est-ce que tu vas bien? Allô. Oui, ça va bien, merci. Et vous? Très bien, merci. Ok. Mon histoire, je viens raconter l'histoire que ma grande sœur vient à peine de me raconter. Bon, ça va faire déjà 15 minutes. Donc, l'histoire en question, c'est sa collègue qui lui a raconté ça. Sa collègue qui lui a raconté qu'elle a sa cousine qui vit avec sa mère et 2 autres cousines paternelles. Donc, ce qui se passe, c'est que dans la famille, dans la maison, c'est une maison genre des chrétiens. Maintenant, elle est du genre à sortir, partir en boîte et tout. Donc, une fois, elle revenait de la boîte. Très tard, il était minuit, 1h, comme ça. Elle dormait. Quand elle s'est allongée, elle dormait, elle s'allongeait pour dormir. Oui, c'est au Congo, ça. Donc, elle dormait. Non, il faut te concentrer sur ton histoire. Sinon, tu vas nous fatiguer à l'écouter. Ta cousine n'est pas là? Non, elle n'est pas là. Faut pas lire les commentaires. Alors. D'accord. Donc, aux environs de 3 heures, elle a dit qu'elle s'est réveillée parce qu'elle avait envie d'uriner. Et vu que le toilette là-bas, c'est dehors et c'est un peu loin de la maison, ils ont l'eau à l'intérieur de la chambre. Elle, quand elle s'élève pour se soulager, elle allume la lumière. Dans le sommeil, la fatigue, elle regarde parce qu'elle est avec sa grande sœur et l'autre. La grande sœur, la plus grande, dormait sur le lit de une place et les 2 dormaient sur le lit les 2 dernières dormaient sur le lit de 2 places, les 2 petites. Donc c'est comme ça qu'on regarde le lit de sa grande sœur. Elle voit que sa grande sœur n'a plus le pyjama qu'elle avait la veille, qu'elle a laissé dans les 19h, 20h là. Elle voit que sa grande sœur a une longue robe noire. Elle regarde sur son lit. Elle ne voit plus sa cousine. Elle sent que, c'est moi où je rêve. Elle regarde encore sa grande sœur. Sa grande sœur a toujours la même robe noire là. Après, au moment qu'elle veut s'élever, elle sent comment il y a quelqu'un qui la regarde au plafond. Donc, elle dit que quand elle lève la tête, elle voit sa cousine accrochée au plafond, comme dans les films d'horreur, là, en train de la regarder. Elle dit que quand elle a crié, là, même les voisins sont sortis,
pour demander qu'est-ce qui se passe. Ils ont cru qu'il y avait peut-être un voleur, on essaie de faire quelque chose aux enfants. Elle a crié, dit qu'elle était carrément figée sur place. Quand la mère a frappé la porte, elle a vite ouvert la porte, elle est sortie. Elle a continué à crier à la cour, au secours, au secours, au secours, oh, je sors avec les sorcières, viens dehors avec les sorcières et tout, désolé. Les voisins ont dit, oh non, toi tu bois trop le vin. C'est dans ton vin là que tu es venu nous réveiller à cause de tes histoires. Ils ont commencé à mal parler à sa mère, qu'il faut bien garder ta fille. Elle là, c'est pas laisser à la bordellerie dehors. Elle revient ici bourrée alors que vous êtes des chrétiens, vous devez suivre votre exemple. Elle a bourré pour venir vous accuser et tout. La mère aussi a crié, va dormir. Je nous dérangeais la nuit. Donc, elle a dit que, peut-être aussi c'est le vin. Elle dit qu'elle était allongée. Il y avait la lumière. La mère a fini de parler. Donc, elle dit que la mère a éteint la lumière. Une fois que la maman est partie, elle a attendu un peu. Lorsqu'elle est rentrée dans sa chambre, elle a fermé la porte de sa chambre à clé. Quand elle s'est levée pour vouloir allumer la lumière, elle dit qu'elle écoute du niveau du lit de sa grande sœur là-bas. C'était maintenant la voix d'une vieille femme qui l'appelle en disant « Nathaël, oh Nathaël, n'essaie même pas un peu d'allumer la lumière là. N'essaie même pas d'allumer la lumière là, sinon de là, tu vas voir ce que je vais te faire. » Elle dit qu'elle a eu peur, elle était coincée. Elle est restée debout depuis 3 heures, 4 heures là, jusqu'à 6 heures. Le jour s'est levé, elle était debout. Et donc, elle dit que jusqu'à présent, elle dort. Quand elle dort avec sa cousine, elle dort même déjà avec la lumière allumée. Elle dit que, donc quand elle dormait là, les deux sortaient au vampire, faisaient leurs choses là, elle ne voyait pas. Mais non là, elle lui montre ça maintenant, bien. Elle dit que même si elle essaie de prier là, elle a peur, elle ne peut pas prier, parce qu'on parle mal. On l'insulte, que oh non, elle divague, elle devient folle à cause du vin. Elle a dit ça à sa mère. Sa mère aussi ne croit pas. C'est là où la collègue de ma grande sœur est en train de parler. Ma grande sœur a dit que peut-être aussi la mère à l'intérieur. La collègue a dit qu'elle va emmener sa cousine, sa petite sœur chez le pasteur. Ils vont prier au soit elle va directement la prendre et habiter avec elle parce que ce n'est pas normal. Donc c'est un peu ça. Je veux dire que même la famille aussi, on s'est méfié. Merci beaucoup pour l'histoire. Ok. Bonsoir Daniel. Bonsoir DMG. Vous m'entendez? Oui. C'est l'histoire de ma grande cousine que c'était en Côte d'Ivoire. Je suis de la Côte d'Ivoire, bien sûr. C'était en Côte d'Ivoire. Moi, j'étais à Abidjan. Tu as les écouteurs, hein? Si. Oui, non, il faut retirer. Ça va? Merci, Blessings. Allô? J'ai enlevé les écouteurs, ça va? Vous m'entendez bien? Ouais, c'est bon là. Ok. Ma grande cousine a été tuée par la femme de son oncle. La dame, ma cousine, elle était fille unique de son père. Quand son père est décédé, elle est restée seule à la maison. Son père a construit, donc elle est restée à la maison. Donc la femme de son oncle, ils sont voisins. Les deux maisons se font face. Chez nous, il y a un barrage. Les gens font la pêche là-bas. Donc, du coup, dans le village, il y a toujours du poisson frais. Donc, ma grande cousine, elle a acheté des mâcharons frais. Ils ont fait le tas, il y avait un plus gros, plus le reste c'était que des petits. Quand la vieille est arrivée, elle a mis la main, elle a soulevé le plus gros. Donc ma cousine lui a dit, c'est le seul gros poisson qu'elle a, que j'ai un étranger. Si tu veux prendre, faut prendre ce qui est un peu petit. Là, le plus gros, je vais faire la cuisine pour l'étranger. La vieille, elle a pris ça en mal. Elle a pris le poisson. Mystiquement, elle a mis ça dans le ventre de ma cousine. Elle a mis ça dans son ventre. Donc après, 3 jours après, ma cousine ne se sentait pas. Elle avait mal au ventre, son ventre tournait. Donc elle est tombée malade. Elle était couchée même presque, elle ne pouvait plus s'élever. Donc moi, je suis partie. Quand je suis partie en vacances, ma maman m'a dit que ta cousine est malade. Je suis allée la saluer.
La femme, là, elle saignait. Elle dit qu'elle saigne. Je lui ai demandé, maman, il y a quoi? Elle dit, hé, ma fille, moi qui suis vieille, là, je ne faisais plus, je ne voyais plus mes menstrues. Du coup, mes règles, je commence à avoir, excusez-moi, je commence à avoir, je saigne. C'était bizarre. Donc, elle saignait et son ventre ne faisait que grossir. C'est comme ça ils ont appelé une ambulance de Daloa. Il y a une ville de la Côte d'Ivoire, nous sommes de Daloa. Donc, ils ont appelé une ambulance de Daloa. L'ambulance est venue la soulever. Arrivée en ville, à l'hôpital, on dit bloc opératoire. Directement, elle est rentrée en bloc. Arrivée là-bas, ils ont fait une échographie d'abord. Elle dit échographie. On dit oui, qu'on doit t'opérer. Tu es enceinte. D'abord, ils ont vu ça comme une grossesse. Quand ils ont fait l'échographie, c'était un poisson gros filu qui était dans son ventre. J'ai dit, ma cousine, c'est pas une histoire, c'est la réalité. Un gros poisson, le poisson que la vieille a transféré dans son ventre qui était là. Ça dit, quand le poisson tourne, quand le mâchoiron tourne, la raie qui est sur le dos du mâchoiron, c'est ce qui la blesse et qui la fait saigner. En tout moment. Qui la faisait saigner. Donc elle est rentrée au bloc, ils l'ont opérée. On dit quand ils ont ouvert son ventre, il n'y avait que des œufs, les œufs de mâchoiron, les œufs orange de mâchoiron. Là. Je ne sais pas si vous voyez. Les œufs de mâchoiron est remplis dans son ventre, plus le poisson lui-même. Donc c'est comme ça, les docteurs, ils ont nettoyé, ils ont enlevé les œufs là. Et ils ont enlevé le poisson. Ils n'ont pas pu la sauver, ma cousine, elle est décédée comme ça. Donc, c'est des trucs qui existent vraiment. L'Afrique et ses mystères. C'est comme ça on a perdu ma grande cousine. Donc, c'était ma petite histoire qu'elle a. Merci beaucoup pour l'histoire. Faites-moi descendre. Bonjour, bonsoir l'homme de l'ombre. Oui, bien, monsieur, comment tu vas? Bien et toi? Ça va. Les activités. Ça va aller par la grâce. Je salue tous tes abonnés. J'espère que le live se passe bien. Anyway, Ok. bon, les deux petites histoires qui se sont passées déjà. Maintenant, là, il n'y a même pas encore 2 semaines. Le son est un peu bizarre, hein. C'est comme si tu arrêtes mal le téléphone. Je dirais que j'ai deux petites histoires qui se sont déroulées il y a environ 2 semaines que je voulais partager avec vous. Il y a la première qui est celui qui salue, qui ramasse la chance des gens, et l'enfant qui a tué son père et sa mère. Je commence par lequel? La première histoire. D'accord. Il y a 2 semaines, j'étais à la maison quand quelqu'un est venu me voir, me dit qu'il a l'impression que son oncle vient, et une fois que l'oncle vient chez eux et qu'il part, qu'il commence pas à avoir des problèmes dans la maison et qu'il ne comprend pas. Quand il m'a dit ça, je lui ai dit, mais comment quelqu'un vient, il part et vous avez des problèmes? Bon, on suppose que vous avez déjà des problèmes avant que le monsieur ne vienne. Il dit oui, mais que c'est comme si à chaque fois qu'il vient, qu'il partait, qu'il repartait avec la chance de tout le monde. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, il m'a dit que l'oncle est encore là, en fait. C'est-à-dire, l'oncle venait d'arriver, c'est ça qui l'a un peu inquiété. Il m'a dit, ah, mon oncle est encore là. Donc, si tu as quelque chose qui peut nous aider à comprendre un peu ce qui se passe. Je lui ai dit, ok. J'ai une petite poudre là que je lui ai donnée. Je lui ai dit, passe la poudre sur la main et tu salues ton oncle. Bon, le matin, quoi, comme comme d'habitude, quand tu le vois, bonjour tonton, il va te tendre la main et tu lui serres la main. Donc, le gars, il a fait ça le lendemain, il a salué son oncle. 3 jours après, l'oncle décide de rentrer, alors qu'il était venu pour une semaine. Le monsieur décide de rentrer. On lui a dit, mais tonton, pourquoi tu pars? Il dit non, il a une urgence au village et qu'on l'a appelé. Tout le monde a trouvé ça étrange qu'il dit qu'on l'a appelé parce que c'est un monsieur qui n'a pas de téléphone. On t'a appelé comment? Donc,
Le gars qui avait me voir, sa mère demandait, mais tonton, on t'a appelé comment? Qui t'a appelé? Parce que tu n'as pas de téléphone. Il dit que la nuit, qu'il se sentait pas bien, qu'il n'a pas bien dormi. Et donc, du coup, il se dit sûrement qu'on a besoin de lui au village, que c'est un pressentiment qu'il a, que c'est son ressenti. Donc, on a dit, ok, qu'il parte. On l'amène à la gare, il prend le taxi normalement, comme là chez toi, et il rentre chez lui. Le lendemain, les gens du village appellent pour faire savoir que la mère de l'oncle était aisément gonflée. C'est-à-dire que sa mère était tellement gonflée que c'est comme si on versait de l'eau dedans. C'est-à-dire, ça prenait de l'ampleur, quoi, et qu'il ne pouvait même plus lever la main. Mais on dit comment? Il a quitté ici, il allait bien, c'est lui qui a décidé de rentrer et tout. Donc, dès que le petit a appris ça, il m'appelle pour dire, et voilà la nouvelle qui vient de M. Tini. Il ne sait pas trop ce qu'il faut faire. Je lui ai dit de se calmer, de ne pas s'agiter, parce que s'il s'agite, ils vont dire que c'est lui qui a jeté un sort à son oncle. Donc, il faudrait qu'il garde son calme. Quelques temps après, il me rappelle encore pour me dire que il paraît que l'oncle saigne. C'est-à-dire, c'est comme si la mère, tellement ça gonflait que ça a commencé par faire de plaie, quoi. Donc, à un moment donné, ça m'a fait peur. Je dis, mais ce n'était pas censé aller à ce stade. Donc, je lui ai demandé, est-ce que ton oncle a l'habitude de porter une bague au doigt? Il dit oui, que c'est un monsieur qui a l'habitude de porter pas mal de bagues. J'ai dit, ah ouais. Et c'est là que je me suis rappelé qu'il y avait des bagues mystiques qu'on prépare et que c'est une bague que tu peux porter, par exemple, c'est des choses normalement qu'on porte pour des affaires. Hein. Par exemple, quand tu vas dans des événements, tu peux porter, quand tu salues quelqu'un, ça donne, tu as de l'influence, quoi. Donc, soit on l'utilise aussi quand quelqu'un te salue, qui part avec ta chance. Et ça fait que tout ce que tu touches ne marche pas, tout ce que lui touche, ça marche. C'est comme un transfert il te donne ses malchances, il prend la sienne. Surtout les personnes qui aiment tendre la main et bousculent la main. Ils gardent ta main, ils n'ont pas envie de lâcher ta main, quoi. Ils profitent pour t'absorber. Donc je lui ai dit, ok, si ton oncle a l'habitude de porter des bagues, dis à ta mère d'appeler le village et de leur demander qu'on lui enlève la bague. Donc effectivement, il a dit à sa mère, mais tonton a l'habitude de porter une bague, pourquoi on ne lui enlève pas la bague? Peut-être que c'est la bague. Et c'est là que, quand ils ont voulu aller enlever la bague à l'oncle dit non, que si on lui enlève la bague, il va mourir. On dit comment? Il dit oui, parce que cette bague-là, que c'est là où il a l'habitude de prendre la chance des gens. Donc ce que j'avais vu, je confirmais. C'est que c'est une bague, quand il porte, il salue les gens, que ça lui attire la chance des gens. Et que, puisque lui, il a un fermier, il va faire le champ. Donc quand lui prend sa roue pour aller faire le champ, ça fait que le champ marche pour lui. Donc on ne peut pas lui enlever la bague. Si on lui enlève la bague, que c'est qu'il signe son arrêt de mort. Tout le monde a trouvé ça bizarre. Donc quand l'histoire est revenue encore chez la maman du petit, il dit, mais comment tu portes une bague pour ramasser la chance des gens? Et c'est là où le petit lui faisait savoir que c'est ce qu'il a constaté depuis un bout de temps, à chaque fois qu'il vient et qu'il part, qu'il se retrouve dans des dettes et dans des problèmes financiers. Et que chaque année, c'est ce qui arrive. Donc cette fois-ci, il connaît quelqu'un et qu'il est allé voir la personne et que la personne lui a donné tant et que lui l'a expérimenté et que c'était le résultat. Donc j'étais là, la maman m'appelle, me dit, c'est vous tant? J'ai dit oui, il dit, mon fils vient de me donner votre numéro, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, moi j'ai narré un peu, et puis l'enfant était venu me dire ce que j'ai fait. Et c'est là la tante me relate que effectivement que l'oncle en question dont on parle, que c'est quelqu'un qui était forgeron de métier. Et que c'est quelqu'un qui avait un don de guérisseur. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui avait l'habitude de traiter des gens spirituellement et pour leur soigner des maladies comme le surménage, etc. Mais que lui n'arrive pas à comprendre comment il fait une bague pour rapatrier la chance des gens pour aller faire le champ. Et que c'est quand son enfant a parlé que lui, il a fait le constat que, effectivement, après chaque fois qu'il vient, qu'il part, qu'il y a des problèmes de financiers. Soit on dépose l'argent disparaît, on ne sait pas qui a pris. Voilà. Donc, c'était pour vous dire que vous devez savoir à qui vous donnez la main. Quand quelqu'un vous salue, surtout ceux que vous saluez, et une fois qu'il vous serre la main, ils n'ont pas envie de lâcher votre main une seconde. Faites très attention. C'est pas à tout le monde qu'on tend la main.
Pour certains, vous allez sûrement vous demander, mais comment il faut faire? Si quelqu'un vous tend la main, si c'est surtout un inconnu en qui vous n'avez pas confiance, donnez-lui le poing, simplement. Et faites-lui savoir que c'est parce que votre main est sale. Ça, c'était la première histoire. La deuxième histoire que j'aimerais vous raconter ça concerne un jeune qui était, bon, je ne sais pas comment vous appelez ça, le brouteur. Il fait du broutage. Donc, il est allé prendre un fétiche chez nous ici qu'on appelle le gambada. Et le gambada, c'est un fétiche ici qu'on utilise pour forcer quelqu'un à faire sa volonté. C'est que quand tu as ça, par exemple, une femme, et que ça a un sifflet, quoi. Donc, quand tu siffles, si la femme est, par exemple, ça se siffle à midi, et dès que tu siffles au nom de cette personne, tant que la personne ne vient pas chez toi, la personne n'a pas la paix. Donc, c'est un fétiche qui est très violent parce qu'il ne tarde pas à tuer. Donc, le petit va prendre le fétiche pour faire son business de broutage et tout marchait très bien, hein. Et il s'est fait que le monsieur qui lui a donné le fétiche lui avait dit que il devait faire un sacrifice et que lors de ce sacrifice qu'il devait apporter, il devait couper les cheveux de sa mère. Et que c'est avec ça qu'il devait faire le sacrifice parce que le fétiche avait besoin d'une autre âme pour travailler et que c'était sa maman et tout. Donc le petit a dit non. Quand j'étais venu prendre le fétiche, je ne m'avais pas dit qu'on allait en arriver là et tout. Donc un beau matin, il se lève, il prend le fétiche, puisque c'est une petite statuette et souvent remplie de cadenas, de sifflets et tout. Il prend le fétiche, il va donner au monsieur. D'ailleurs, son père ni sa mère, personne n'était au courant qu'il avait un truc comme ça chez lui. Donc quand il prend le fétiche, il va retourner au monsieur. Celui qui l'avait amené à prendre le fétiche, c'est un ami aussi comme lui. C'est un ami à lui qui est aussi porteur comme lui. Donc le gars lui dit, ah, moi je l'ai fait. Je l'ai fait à ma petite soeur et elle est malade, elle est dans un centre psychiatrique, je ne sais pas comment vous appelez là où ils déposent les fous. Donc, moi, ça va. Donc, tu n'as pas besoin. Fais seulement ce qu'il t'a dit et ça va. Donc, le gars a refusé. Il a remis le fétiche. Quelque temps après, il devient bizarre. C'est-à-dire, d'abord, ça commence comme un début de surménage. Et dans ce début de surménage où il était allé casser la voiture de quelqu'un. Donc, la police est venue le chercher et tout. Donc, quand la police est venue le chercher, la maman est allée se plaindre au commissariat et avait payé pour qu'on libère l'enfant. On l'a libéré. Donc après, le papa de l'enfant dit, bon, si c'est le cas, s'il devient bizarre d'un coup, il faut qu'on l'aille consulter. Donc ils sont allés, je ne sais pas si c'est le FAO ou quoi, et on les avait fait savoir que c'est un fétiche qui le réclame, parce qu'il avait signé un pacte avec ce fétiche-là, et apparemment qu'il s'est débarrassé du fétiche et que le fétiche le réclame en tant que son propriétaire. Et le monsieur les avait bien précisé qu'il fallait qu'ils envoient l'enfant à des soins spirituels. Parce que l'enfant n'avait pas besoin, l'enfant n'avait plus sa place à la maison, sinon qu'un danger pouvait arriver. Donc, ils n'ont pas du tout voulu écouter ce que le monsieur avait dit. Ils ont dit, ah, on va prier, ça va aller. D'ailleurs, je profite pour vous dire que ce n'est pas tous les problèmes que la prière résout. Il y a certains problèmes qu'il faut prendre très au sérieux. Donc, quand quand le papa est revenu, il a fait le point à sa femme et tout. Ils ont dit, ah, on va prier, ça va aller. Donc, ils s'en sont arrêtés là. Quelque temps après, le petit a commencé par fumer de l'herbe, quoi. C'est-à-dire, il fumait et cette fois-ci, il ne se cachait plus. Et le fétiche dont on parle, c'est un fétiche qui fume beaucoup la cigarette. C'est-à-dire, c'est un fétiche à qui on donne énormément de cigarettes, effectivement, des champs indiens. Donc, il a commencé par fumer exorbitamment et un de ces jours, dans l'après-midi, il a essayé de violer une petite fille du quartier en plein midi dehors sur les yeux de tout le monde. On a encore appelé la police pour le chercher. Donc, ils sont allés au tribunal, ils ont considéré ça comme quelqu'un qui est fou. Donc, on l'a envoyé au centre psychiatrique, là où on dépose les fous chez nous, il y a quelque part à côté de nous qu'on appelle Jaco. La maman est encore allée là-bas, se plaindre, et a crié sur tous les toits que non, que c'est son seul enfant, c'est son seul garçon, qu'elle ne peut pas laisser son enfant là-bas. Donc, a crié. Donc, on lui a dit, OK, si on te remet l'enfant, est-ce que tu acceptes que l'enfant prenne les traitements à la maison? Elle a dit oui et tout, elle a signé des engagements et ils ont libéré le gars. Elle est revenue à la maison avec le gars. Mais malheur pour elle, le jour où l'enfant est revenu à la maison, le lendemain, je vous dis très bien, le lendemain matin, la maman se lève pour aller sous la douche. Le papa était encore au lit, puis il tombait, et il prend une machette pour aller égorger son père et le décapite en petits morceaux. Ensuite,
il rattrape sa mère sur la touche, qui fait pareil. Et quand il finit de faire ça, il se donne le plaisir de prendre le téléphone de sa maman et il rentre dans le quartier. C'est-à-dire, il finit, il se lave correctement comme si de rien n'était, et maintenant il rentre dans le quartier. Donc, c'est la soeur de sa mère qui appelait sa maman pour avoir effectivement ces nouvelles à lui, quoi, pour savoir s'il allait mieux. Et quand le téléphone sonne, il coche. Et la soeur de sa mère lui dit, comment se fait-il que c'est toi qui as le téléphone de ta mère? Où est ta mère? Il dit, garde-moi au téléphone à sa tante Jean, j'ai tué maman, j'ai tué papa, quoi. On n'a pas compris. Comment tu papa et maman? Donc, comme il le disait, des gens, il y a des grandes personnes qui étaient en train de parler, il dit, mais puisqu'on sait qu'il n'est plus normal, donc s'il dit que j'ai tué papa et j'ai tué maman, bon, on peut considérer ça comme une blague, mais ça peut être aussi très sérieux. Donc, l'un des vieux qui étaient là dit, mais le gars là, allait chez lui à la maison et aller chercher sa mère. Parce que ce que son enfant dit n'est pas bien. Et à leur grande surprise, quand il rentre dans la maison, effectivement, il avait tué son père, il avait tué sa mère. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Parfois, Dieu vous préserve de certains problèmes très radicaux. Mais vous acceptez pas cette solution radicale-là qui vous préserve du mal parce que vous êtes très attaché à cette chose ou à cette personne-là. Parce que quand il était allé au commissariat, peut-être si on l'avait laissé en prison, son père et sa mère seraient toujours vivants. Quand la deuxième fois, on l'a amené au centre psychiatrique, si sa mère avait accepté qu'on le laisse là-bas, elle serait peut-être toujours en vie aujourd'hui. Voilà la partie de la deuxième histoire. Et sachez qu'il n'y a rien qu'on prend à la légère. Si parfois certaines solutions ne sont pas de votre domaine, confiez-le à quelqu'un qui peut le faire pour vous, même si ce n'est pas vous qui allez le faire. Mais ne négligez jamais quelque chose qu'on vous dit que ça va arriver, parce que ça peut arriver. Voilà mes deux histoires. Merci beaucoup pour l'histoire, l'homme de l'ombre. Je t'en prie. Merci et bonne soirée. Mais attends. Bonsoir. Bonsoir, Nel. Vraiment, je suis contente d'être là, en live. C'est une grâce pour moi de monter ce soir. Wow. Bon, j'ai beaucoup d'histoires, mais je vais raconter une seule. Cette histoire concerne une amie. Comme nom d'emprunt, je vais donner Laure. Voilà. Laure était... Bon, je suis gabonaise et je vis actuellement à Libreville. Laure était une jeune fille. Elle était parce qu'elle est décédée. Laure était une jeune fille qui a rencontré un monsieur camerounais qui a fait fortune ici au pays. Il est allé trouver... en tout cas, ils se sont rencontrés dans une boîte de nuit. Le monsieur prenait soin d'elle bien et tout. Laure a commencé à tomber malade. Elle allait voir ses sœurs qui habitaient à côté de chez nous. Donc, nous sommes dans le Grand Libreville. Ses sœurs sont un peu venues. Chez nous, on aime le Congo, ça. Donc, ses sœurs ont commencé à parler dans le quartier. Elle est malade, elle a les 4 lettres. C'est comme ça on appelle le VIH ici. On l'a emmenée à l'église. Après l'église, on l'a emmenée chez les tradipraticiens là. Mais on l'a ramenée à l'église parce que ça n'allait pas. C'est le prophète maintenant qui lui a dit que l'homme avec qui tu sors actuellement, c'est celui-là qui veut ta mort. Elle a commencé à délirer dans la ville. Une belle femme, vraiment une belle jeune fille. Elle a commencé à délirer dans la ville jusqu'au jour où elle est décédée. Comme elle faisait partie d'une ethnie ici compliquée, je vais taire l'ethnie pour ne pas qu'on m'envoie à l'hémicycle. Ses parents, avant de l'enterrer, ils ont fait un rituel. Le monsieur est venu lui-même avouer que oui, c'est moi qui ai sacrifié votre fille. Le monsieur encore au Gabon, hein, c'est moi qui ai sacrifié votre fille parce que elle me trompait.
Elle m'avait dit qu'elle n'avait pas de petite amie, mais j'ai découvert cela. Je ne voulais pas lui faire du mal, mais comme elle m'a trompé, qu'elle n'avait pas de petite amie, voilà pourquoi j'ai fait cela. Il a laissé l'argent, les parents ont fermé la bouche. Des années après, la jeune fille est revenue. En tout cas, elle est allée dans une autre province. Elle a fait le même rituel là que le monsieur avait fait sur elle. Elle est sortie avec un jeune homme. Le jeune homme a été tué. Et après, la famille du jeune homme, en tout cas, est allée. On a dit qu'elle fera ça dans toutes les 9 provinces de notre pays. Donc, c'était un peu l'histoire. C'est vrai, c'est le stress de raconter. Peut-être que je n'ai pas bien raconté dans les détails. La prochaine fois que je monte, je vais bien raconter notre histoire dans les détails. C'est le stress de vous avoir et que vous écoutez ma voix. En tout cas. Merci. À la prochaine pour une autre histoire. Merci. D'accord. Allez, commenter. Bonsoir, Bonsoir. Yami. Bonsoir, famille. J'espère que vous allez bien. Très bien. Je suis un peu stressée. Bon, j'ai 2 histoires à raconter. Si ça se passe bien, peut-être que je vais remonter après pour raconter ma propre histoire. Donc, la première histoire, c'est concernant les culottes dont vous aviez parlé tout à l'heure. Il y a une dame qui vivait sur l'Europe qui est allée une fois faire les courses et elle s'est acheté une culotte. Quand elle est rentrée, elle a lavé la culotte. Elle a mis la culotte. Mais depuis qu'elle avait acheté la culotte là, sa vie ne donnait plus. Côté finance, ça n'allait pas et elle avait des couches de nuit constamment. Et à chaque fois, elle se plaignait en fait, mais elle savait pas quoi faire, donc elle a fait le tour des églises et une fois, elle est allée dans une église là où elle était invitée, sans savoir que c'était une veillée de prière. Donc, quand elle part, l'homme de Dieu, il finit la prêche et il lance une parole comme quoi il y a une personne ici vraiment qui souffre de... Et elle avait honte de ses... Donc pour elle, elle s'est dit, bon, de toutes les façons, Dieu va faire, elle est restée à sa place. Donc le monsieur, il a dit, il faut vraiment que tu avances pour qu'on puisse prier pour toi parce que c'est depuis, tu es allé acheter une culotte et depuis la culotte là, c'est là que tes soucis ont commencé. Donc c'est comme ça qu'elle s'avance. Dès qu'elle s'avance, la DMG, elle tombe. Quand elle tombe comme ça là, on commence à prier sur elle. Et elle reste en train de s'agiter comme ça là. Elle enlève son dessous. Qu'elle enlève son dessous, c'est un alevin qui sort de son sexe. Donc tout le monde était étonné à l'église. Tout le monde était... En fait, on était bouche bée quoi. On était bouche bée. En plus, c'est quelqu'un qui vit en Europe. Si c'était en Afrique, ils allaient dire, oh, comme ce sont les gens d'Afrique là, ils vont acheter dans les marchés et tout. Donc, c'est un peu ça ma première histoire. Et puis, dis aux gens de faire attention. Quel que soit ce que vous achetez, prenez la peine de prier. Vous pouvez mettre même le sel et tout. Donc, c'est un peu ça ma première histoire. Merci beaucoup, Yami. Si je vais remonter ou bien si je peux dire ça en même temps. Ok, vas-y. Donc, la deuxième histoire, c'est le voisin à ma belle. Elle avait un bistrot et son voisin, il aimait tellement boire. À chaque fois, il faisait les challenges de boisson. Donc, une fois comme ça, ils ont envoyé, chez nous, on appelle ça le coup de pouce. Ce sont les boissons fortes là, qu'on fait à la main. Donc, ils ont envoyé des bidons de 5 litres. Et ils ont dit que celui qui allait finir allait prendre 10 000. Donc, comme lui, là, il aime bien boire, là. Il est allé, il s'est proposé au jeu. Donc, c'est comme ça qu'ils ont bu. Lui, il a fini son bidon. Son collègue n'a pas fini. Donc, le temps, on va lui remettre les 10 000, là. Il est tombé. Donc, quand il est tombé, les gens ont eu peur. On a attendu toute une journée, il ne s'élève pas. Donc, du coup, ils l'ont déclaré mort. C'est comme ça qu'on l'envoie au CHU de Yopougon. Donc, c'est comme ça que quand on l'envoie, il reste là-bas 1 jour, 2 jours. Donc, après les 2 jours là, bon, la famille s'est résignée, quoi. C'est que ça va pas.
Donc, ils ont commencé à placer les bâches et tout. Ce dernier, il avait une femme et 2 enfants, 2 petits garçons. Donc, c'est comme ça que le monsieur, on le met à la mort. Donc, il se lève, il voit qu'il commence à avoir froid. Donc, il se lève, il commence à taper. Il tape, il tape, il tape. Il tape, il tape, il tape. Je ne sais pas s'ils n'avaient pas bien fermé ou c'était pas fermé. Mais il réussit à pousser, il sort. Quand il sort, s'assoit, il voit qu'il y a une étiquette sur le bout de l'orteil. Donc, il regarde, il voit aussi qu'il est vêtu d'un vêtement blanc des gens de l'hôpital là. Donc, il sort. Quand il sort, le morgueux le voit, le morgueux détale. Donc, quand le morgueux détale, il s'arrête à la porte. Il voit que tous ceux qui le voient, ils commencent à courir. Donc, il s'arrête derrière la porte et il voit 2 docteurs arrêtés en blouson. Donc, les 2 docteurs sont en train de causer. Donc, c'est comme ça qu'il fait signe au docteur pour pouvoir savoir ce qui se passe en fait. Donc, il fait psst, psst, psst. Les 2 docteurs là sont en train de causer. Il continue psst, psst. C'est comme ça qu'un se retourne. Quand un se retourne, il le voit. Il ne dit pas à son ami qui est à côté qu'il y a quelqu'un derrière. Lui, il détale aussi. Donc, quand lui, il détale, son ami avec qui il est en train de causer est étonné. Donc, lui, il retourne. Quand il retourne maintenant, il voit le monsieur arrêté en blanc. Donc, lui, maintenant, il veut sortir et la corde qu'il y a derrière le blouse là s'accroche au poignet. C'est comme ça qu'il essaie de se débattre, il voit que ça ne va pas, lui, il tombe dans les pommes. Donc, lui, il tombe dans les pommes. Maintenant, celui qui a été déclaré mort là, lui aussi, il est effrayé, alors que c'est de lui qu'on a peur. Lui aussi, il détale. Il sort, il voit le gardien maintenant, le grand gardien dehors là-bas. Le grand gardien aussi le voit. Lui aussi, il détale. Maintenant, en détalant il s'est fait heurter par un baka. Donc, le monsieur, en fait, il est dépassé quoi. Ça veut dire que tous ceux qui le croisent, s'ils ne tombent pas dans les pommes, donc il a commencé à courir. Il court, il arrive au terrain. Pour les gens qui sont de Yopougon, il arrive au grand terrain de Banco 2. Donc, quand il arrive là-bas, il voit sous la bâche, il y a sa mère qui est assise, il y a sa femme qui est assise, avec ses 2 enfants à côté, sa fauteuil au milieu. Donc, il s'arrête, il regarde, il est étonné. Ah, c'est pas ma photo qui est là-bas, mais pourquoi les gens sont assis? Mais moi, je ne suis pas mort. Donc, il s'approche. Quand il s'approche comme ça, là, les premiers qui l'ont vu, là, chacun s'est cherché. Même la femme ne s'est pas assise. La femme s'est cherchée, les enfants, tout le monde. La seule personne qui est restée, c'est sa maman. Parce que apparemment, c'était le seul garçon. Donc, la mère a dit, il doit me tuer, qu'il me tue moi. Donc, du coup, c'est comme ça que, quand il est venu, il a expliqué à sa mère était étonnée. Donc, il a commencé à expliquer à sa maman. Après, bon, les gens ont compris, hein, ils ont versé la poudre sur sa tête et tout ça. Ils ont fait quelques rituels et puis c'est passé, hein. Il a pris ses 10 000, mais il s'en fout quoi. Ce dernier-là, il raconte l'histoire à qui veut l'entendre. Hein. Il est toujours vivant. En tout cas, il vit encore jusqu'à ce jour. Donc, c'est ça ma 2e histoire. Donc, Merci beaucoup, s'il y Yami. a personne après, il n'y a pas de souci. S'il y a personne après, je vais remonter pour raconter mon histoire. D'accord. Merci à vous. Bonne soirée. Bonsoir, Jackie. Allô, bonsoir. Bonsoir, comment tu vas? Ça va bien. Alors, je voulais raconter une histoire par rapport à ce que l'homme de Londres a raconté là tout à l'heure. Vous m'écoutez? Oui, oui. Bon, cette histoire s'est passée de la Bonaberry. Si je peux donner le quartier si ça ne dérange pas. Ça dérange le quartier? Non, non, ça ne dérange pas. Bon, ça, c'est une histoire qui s'est passée à Bonaberry. Donc, où ma grande cousine vivait à Bonaberry, il y a un petit garçon qui venait tout le temps l'aider. Les travaux, genre peindre la maison, les trucs comme ça. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé. Le garçon a changé. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais c'est que après, on l'a amené chez un pasteur. Le pasteur dit que quand il marchait un jour, il rentrait de l'école, un esprit
est entré dans lui. Donc, ça a fait en sorte qu'il est devenu fou. On l'a commencé à l'enchaîner. Donc, ça n'allait pas, quoi. On l'enchaînait et tout. Et il était le fils unique de sa maman. Sa maman était handicapée. Donc, il n'avait que... Tellement il s'agitait, sa maman demandait qu'il faudrait qu'on le laisse, comme ce que la dame l'a fait. Qu'on laisse son fils. Que son fils va se calmer. Vous vous en rendez compte que un matin, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il a découpé sa mère. Étant handicapé, il a découpé sa maman. Allô? Allô, oui, on t'écoute. Il a découpé sa maman. Ça nous a traumatisés. Donc, ça m'a rappelé un peu l'histoire de l'homme de Londres. De l'ombre, je pense. Imaginez-vous que la maman de ce garçon était handicapée. Elle ne marchait pas. Mais ce petit garçon, un matin, l'a découpé en morceaux. Et il a commencé à crier que sauvez-moi, sauvez-moi, sauvez-moi. Vous pouvez un peu imaginer ce que ça fait. Tu accouches ton fils unique. Tu es handicapé. Et un matin, un esprit entre en lui, il devient criminel. Donc on ne pouvait pas s'imaginer qu'il pouvait le faire. Donc ça nous a tellement traumatisés. Donc c'est de là où ce pasteur a dit que c'était un esprit qui est entré dans lui pour tuer sa maman. Donc c'est un peu ce que je voulais dire. Que franchement, comme l'homme de Londres a dit, il faudrait qu'on se méfie. Quand tu as un enfant qui est malade, mieux, il va peut-être dans un asile de fou, hein, parce qu'il peut t'achever comme cet enfant a fait. On ne pouvait pas s'imaginer qu'il pouvait tuer sa propre mère, qui est handicapée et qui ne marche pas, qui faisait tout pour lui. C'est cet enfant qui faisait tout pour sa mère. Imaginez un peu. Imaginez un peu. Ça nous avait traumatisés. C'est cet enfant qui allait au marché, qui faisait à manger à sa mère. Et un jour, il se met à découper sa mère. Franchement, ça nous avait... C'était vraiment terrible. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ce que je voulais dire. D'accord. Ok, merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Oui. Allô? Oui, est-ce que vous me recevez là? Oui, c'est bon. Voilà, DMG. Hé! L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Attendez, DMG, attends d'abord. J'ai d'abord une question à poser. Tout à l'heure, c'est une vidéo TikTok. Là, je t'ai vu, tu étais au stade et tout. Tu étais où? Et toi au travail? Avec tes habits de fête et tout. Ah, d'accord. Les habits de fête, comment? Les hommes n'ont pas l'habit de fête. C'est les femmes qui ont les habits de fête. Les hommes n'ont pas l'habit de fête. Ah, ok. Ok. Bon, l'histoire que je vais vous raconter ce soir, c'est une histoire qui m'a été racontée par un fidèle de l'église. En fait, c'est un témoignage. C'est l'histoire de deux copines. Deux copines qui s'entendaient bien. Mais l'une sortait d'une famille aisée. Elle avait tout ce qu'elle voulait. Et l'autre, c'était une orpheline. L'autre, c'était une orpheline, elle avait presque rien. Maintenant, celle qui était dans la famille aisée, là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide de prendre l'autre, l'orpheline, là, et elle l'emmène dans sa famille parce qu'elle trouvait que sa copine souffrait trop. Et elle avait tellement vécu des choses bizarres, elle décide de l'emmener dans sa famille et de l'encadrer parce qu'elle avait pitié d'elle. Quand elle l'emmène dans sa famille, tout se passait bien parce que, en fait, dans sa famille, c'était une grande maison. Je parle de celle qui est aisée là. C'est une grande maison. Il y avait toute sa famille à l'intérieur. Ils avaient des employés, des chauffeurs, des ménagères et tout. Quand elle ramène sa copine dans sa maison, tout se passait bien.
La copine là, celle qui vivait une situation bizarre là, elle se comportait tellement bien, voulait se faire aimer par tout le monde. Mais elle jalousait un peu sa copine parce que sa copine, selon elle, avait les moyens. Mais elle n'était pas très reconnaissante de tout ce qu'elle avait. Alors, quand il y avait des fêtes, quand il y avait des choses à faire, c'était celle-là qui faisait tout pour se faire remarquer. Jusqu'à un moment donné, dans la famille, on essayait de comparer celle-là à sa copine. Du genre, on lui dit, tu vois l'autre et tout, essaie de te comporter comme ta copine qui vient d'arriver. Au lieu de te comporter comme elle, tu te comportes comme une personne qui s'en fout de la vie, tu fais n'importe quoi et tout. Donc, elle restait dans son coin, elle faisait comme elle voulait. C'est comme ça qu'un jour, ils ont fini par soutenir parce que sa copine, elle était à l'université. Et elle a justement rencontré à l'université. Vu qu'elle ne s'en sortait pas, elle a décidé de l'aider. Ils ont fait première année, deuxième année, troisième année, ils ont soutenu. Quand les deux soutiennent, celle qui sortait de la famille aisée a dit à sa copine que bon, c'est moi qui t'emmène chez moi, vu qu'on vivait déjà ensemble. Mais maintenant, je suis en train de partir à l'étranger parce que je vais continuer ma vie à l'étranger. Ce que je te propose de faire, c'est de partir aussi. Avec le peu d'argent que j'ai, je vais te prendre une maison. Tu vas rester dans cette maison-là. Et moi, je vais aller continuer ma vie à l'étranger. Sa copine était un peu triste. Mais elle s'est dit, mais bon, elle va maintenant rester avec. Et puis, ça va faire bizarre. Quelqu'un t'a emmené chez elle et maintenant, elle n'est plus là. Qu'est-ce que tu fais encore là? Elle décide aussi de partir, prendre une maison. Elle loue là-bas et sa copine est à l'étranger. Alors, elle se trouve un petit boulot dans un restaurant. Un jour, elle est dans un restaurant et le grand frère de sa copine la voit. Les deux se saluent. Le grand frère lui pose des questions. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu as fait après ton examen? Et qu'est-ce que la fille lui dit? Moi, je n'ai rien pu faire malheureusement. Je n'ai pas trouvé de boulot malgré mon diplôme parce que je n'ai pas de relation. Alors, je suis là. Je me débrouille comme je peux. C'est comme ça que le grand frère maintenant de la fille qui est à l'étranger là, lui dit, moi, j'ai une solution pour toi. Moi, j'ai une solution pour toi. Et elle se pose la question, mais tu parles de quelle solution? Le grand frère lui dit, prends ma carte de visite et tu m'appelles. Quand tu m'appelles, là, je vais te donner la solution. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Dans la semaine, comme elle avait un jour de repos, elle a décidé d'appeler le grand frère de sa copine. Et le grand frère de sa copine l'a reçu à son bureau. Le grand frère de sa copine lui dit, tu vois la manière dont moi je suis riche, non? Elle dit oui. J'ai vu que tu étais une personne bien, tu étais une personne pure. Ce que je vais faire, c'est que je vais t'introduire dans mon cercle. Ok, tu vas m'introduire dans ton cercle. Ok, il n'y a pas de problème. Et la fille, là, lui dit, il n'y a pas de problème. Je vis tellement des moments difficiles que je suis prête à tout accepter. Le grand frère lui dit, tu es prête à tout accepter? Elle dit, oui, je suis prête à tout accepter. Parce que j'ai déjà tellement souffert, je suis prête à tout accepter. Le grand frère lui dit, très bien. C'est ce genre de choses que j'adore. Ok. La fille part et le grand frère lui donne un rendez-vous. Le grand frère de sa copine lui donne un rendez-vous. Tu vas venir à telle date. Je vais te présenter à des personnes. Le grand frère de sa copine lui dit, tu vois la manière dont moi je suis riche là, non? Elle dit oui. Moi j'appartiens à une confrérie d'hommes. Maintenant, moi je vais te présenter à une confrérie de femmes. C'est une association. Tu vas intégrer cette association-là. Ils vont te donner le mode d'emploi. Et par rapport à ce mode d'emploi, tu verras ce que tu vas faire. La fille a accepté. Le jour du rendez-vous est arrivé. On l'a emmené au lieu de la réunion. Au lieu de la réunion, ça paraissait être une réunion normale en fait. Voilà, au jour de la réunion, ils ont demandé à la fille que vu qu'elle n'avait plus de famille, parce que c'était une jeune fille qui n'avait plus de famille depuis très longtemps, ses parents étaient décédés. Donc, ce qu'on lui a demandé, c'était de faire une récolte de sperme
des hommes avec qui elle allait sortir. Elle allait se transformer en belle de nuit. On lui avait donné des produits qui allaient servir à séduire certains hommes. Et c'est comme ça qu'elle allait rapporter leur liquide. C'est ce qui allait servir de sacrifice. Vu qu'elle n'avait plus de parents, vu qu'elle n'avait plus de proches et tout. Donc, c'était comme ça elle se débrouillait. Puis un jour, elle a vu que ça devenait tellement compliqué. Alors, elle a proposé aux gens de sa réunion là, sa réunion mystique là, qu'est-ce qu'elle pouvait changer en fait de grade. Et on lui a dit oui, on lui a dit si tu veux changer de grade, ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer à donner des gens. Et elle a accepté. Quand elle accepte maintenant, vous connaissez la personne qu'elle donne, la personne qu'elle propose. Sa copine qu'il avait emmenée dans sa maison et qu'il avait hébergée. Mais on lui dit, mais tiens, c'est très bien. C'est une personne, non seulement elle ne prie pas, elle n'est pas chez les traditionnalistes, elle est nulle part, mais c'est très bien. Et c'est comme ça qu'elle donne le nom de sa copine. Sa copine à l'étranger tombe malade. Quand elle tombe malade, elle va dans les hôpitaux, on essaie de la soigner, etc. Rien n'est fait. Des prières. Et sa copine on appelle ça comment? Sa copine revient ici hospitalisée dans un brancard. On la ramène ici. On l'hospitalise et tout. Sa copine fait 3 jours de coma, elle décède. Quand elle décède, maintenant, c'est la bagarre entre la sorcière là et le grand frère de sa copine, parce que c'est lui qui l'a emmenée dans cette confrérie là. On dit qu'au décès de sa copine, entre elle et son frère, c'était une bagarre. Mais il fallait maintenant qu'elle explique aux gens pourquoi le grand frère de sa copine se battait avec elle. C'était compliqué. Ils n'ont pas pu expliquer. Ils ont fait le veuvage et tout. Et ensuite, la fille est partie. Ensuite, la fille appelle le grand frère de sa copine en lui disant « Ce que j'ai fait, c'est trop lourd pour moi. Ce que j'ai fait, c'est trop lourd pour moi. Ce que je veux, c'est qu'on essaie de travailler l'esprit de ma copine pour qu'elle revienne. Parce que j'ai trop de charges sur moi, elle n'arrivait plus à supporter. » C'est comme ça que le grand frère lui dit jamais. On ne peut pas faire ça. Tu l'as déjà pris, tu l'as sacrifié. Mais ça reste ainsi. Et c'est comme ça que c'est resté. Ensuite, maintenant, ensuite, dans l'association, il fallait que l'une des personnes, soit le grand frère de sa copine, soit elle, quelqu'un devrait livrer l'autre. Parce qu'il y avait tellement de plaintes, dans l'association que ça devenait compliqué. Alors, qu'est-ce que la fille fait? La fille décide maintenant d'éliminer le grand frère de sa copine qui est resté. Et c'est comme ça que le combat commence. La fille va dans l'association et le jour du sacrifice, parce que soi-disant dans leur association, le jour du sacrifice, tu écris le nom de la personne. Dans l'association, quand elle écrit le nom du grand frère de sa copine, on lui dit, mais tu peux pas l'éliminer en fait. Non seulement c'est quelqu'un qui t'a aidé, c'est quelqu'un qui a presque tout fait pour toi. Elle dit jamais, je décide de l'éliminer. Et on dit que la manière dont la fille était dans l'association, elle avait un esprit plus fort que le grand frère de sa copine. On ne sait pas avec quelle force elle a fait pour arriver à ce stade-là, mais elle avait un esprit plus fort que l'esprit du grand frère de sa copine. Alors elle décide de lui l'éliminer. On lui dit, tu ne peux pas l'éliminer parce que c'est quelqu'un d'abord qui a des responsabilités. Est-ce que tu as pensé à ça? Elle dit, oui, j'ai pensé à ça. Mais soit c'est lui, soit c'est moi. Et c'est comme ça qu'elle élimine le grand frère de sa copine. Quand elle élimine le grand frère de sa copine, qu'est-ce qui se passe? On l'appelle. Maintenant, là, elle quitte la confrérie des femmes. Parce qu'au début, elle était dans la confrérie des femmes. Elle quitte la confrérie des femmes. Elle vient maintenant dans la confrérie des hommes. Et elle est maintenant l'un des esprits les plus élevés. Il paraît que le jour du décès du grand frère de sa copine, son corps a pris feu. Son corps a pris feu. On n'a pas pu expliquer ce qui s'était passé. Son corps a pris feu. Ainsi que sa maison avec. Donc, ils sont sortis. Et aujourd'hui, où je vous parle, les membres de sa famille sont à la rue. Les membres de sa famille qui avaient aidé cette fille-là, ils sont à la rue. Et elle vit sa bonne vie. Elle vit sa bonne vie.
Elle est là, elle est dans sa luxueuse maison, elle est dans sa luxueuse voiture. Pendant que la famille qui l'avait aidé aujourd'hui est dans la rue. C'est eux qui vont d'église en église pour expliquer l'histoire, pour attirer la compassion et tout. Mais non, en fait, il est trop tard. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire ce soir. Les gens, souvent, qui font semblant, on peut bien aider, mais on va pas aider tout le monde. C'est pas tout le monde qu'on va aider, en fait. Souvent, ceux qui viennent vers nous, là, c'est souvent ceux qui viennent vers nous en disant, je souffre, aide-moi. C'est pas forcément avec un bon cœur. Et ce qui est bizarre, c'est que la fille en question, je la connais. Je la connais, en fait. Et j'ai entendu l'histoire. Et je connais où se trouve la famille en question. Imaginez-vous. Vous voyez? Donc, faites attention. On ne peut pas aider tout le monde. On n'est pas Jésus-Christ, en fait. D'accord. Merci beaucoup, Judel, pour l'histoire. De rien. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. On fait les directs tous les mercredis et vendredis à 20h00. Donc, merci beaucoup, les cadeaux. C'était énorme, les cadeaux. Merci. Les partageurs, merci. Et donc, on se prend mercredi pour notre direct. Portez-vous bien, surtout. Priez avant de dormir. Tous les modérateurs, merci. Salut, big up. On est ensemble.